Ça partage à la fois créativité et rigueur, la musique et l'entrepreneuriat. Tout est possible, mais en même temps, il faut être extrêmement structuré et sérieux quand tu l'articules pour le faire, sinon tu vas faire un truc inaudible ou qui marche pas. Est-ce que tu as tout de suite pensé à Europe ou tu t'es dit non quand même la France? Tu peux voir loin, par contre, il faut marcher au niveau de tes pieds. Résumé trivialement, c'est arrêtons de vouloir faire des moteurs qui sont un tout petit peu moins énergivores et peut-être utilisons mieux l'objet. Exactement, faut être plusieurs par voiture. Autant quand t'as un patron, il te dit faut faire ça, puis quand t'as fini, en fait t'as fini. Quand c'est toi ton patron, quand t'as fini, tout de suite t'as le patron sur le dos quoi. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Maker. Alors, cette semaine, j'ai l'immense honneur d'être avec le président et cofondateur de Blablacar, Monsieur Frédéric Mazella. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Je suis super Jusque-là, content de t'avoir ici. Ouais, Ça valait les relances. On n'a rien lâché. Ouais. C'est comme quoi, il fallait, ça marche. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, alors tu as déjà dit ce que j'ai fait en partie. Je suis quelqu'un qui aime bien les maths et qui aime bien la physique et qui aime bien la musique beaucoup. Et voilà, et maintenant je suis ce qu'on appelle un entrepreneur, c'est-à-dire que j'aime bien me projeter dans un futur qui n'existe pas et contribuer à le construire. Voilà. On va en parler tout de suite. Je trouve qu'il y a quand même des biais très intéressants à faire. Quelques chiffres quand même sur Blablacar pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et tu me dis si je suis à jour. Ouais. J'ai déjà vu les yeux. Ouais. 100 millions de membres. C'est bon, c'est exact. 22 pays, 200 exact. millions de dollars levés. Ah non, plus que ça. Beaucoup plus. Ouais, 500. Ouais. 500, voilà. Et chaque année, j'aime bien cette data là, ce petit résultat, 1,6 million de tonnes de CO2 économisées. Ouais. C'est-à-dire plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier de Paris, par exemple, chaque année. Donc on offset complètement Paris grâce à l'utilisation de Blablacar déjà. J'aurais adoré qu'on en parle pendant le podcast, mais je sais faut qu'on fasse rapide. Donc je te donne tout de suite le sommaire. Moi j'ai envie qu'on discute des débuts de toi, d'où tu viens, début de Blablacar. On va essayer de faire rapide, parce que tu l'as déjà raconté quelques fois. Il y a un très bon bouquin d'ailleurs sur le sujet. On va en parler. On va parler de connaissance de soi. Je veux dire connaissance de toi, connaissance de soi. Comment est-ce qu'on se connaît, qui on est. Et avec ça, culture d'entreprise. Comment est-ce que tu fais pour créer une belle culture, mais surtout pour la faire scaler? Parce qu'au début, on sait que c'est souvent nous. Puis à la fin, il faut quand même que ce soit toutes les parties prenantes qui y participent. Et puis on finit par les rapid fire questions. C'est parti. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi? Et justement, nous parler un peu de musique, de maths. Ouais, j'ai grandi en Vendée, dans le sud Vendée, dans une petite ville qui s'appelle Fontenay-le-Comte. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. Je faisais je faisais aussi pas mal de sport et puis beaucoup de musique. Donc c'est la campagne quand même là-bas, la Vendée. C'est super pour ça. C'est vraiment très, très calme et très puissant en même temps. Et donc je faisais beaucoup de musique. J'allais au conservatoire de La Rochelle faire du piano, du violon, de la batterie et de la guitare quand j'étais plutôt ado. Je me suis mis à la batterie quand j'avais les cheveux longs. Ou avant, je sais plus, en même temps, voilà, ça allait bien avec. Et voilà, donc ça c'est pour la partie Vendée. J'ai grandi avec mes frères et sœurs. J'ai fait beaucoup de balades dans la campagne partout, en vélo mais aussi à cheval. Et puis après je suis venu à Paris poursuivre la musique justement. Je suis rentré au conservatoire de Paris en piano. Et donc j'avais des classes à horaires aménagés pour pouvoir aller au conservatoire. Ça c'était en terminale. Après donc j'ai poursuivi vers classe prépa, maths sup, maths spé. J'étais en Henri IV en physique. Du coup, d'abord généraliste puis après spécialisé physique. J'ai poursuivi, j'adorais la physique. J'ai poursuivi en rentrant en normal sup, toujours en physique. Puis ensuite, je suis parti aux États-Unis étudier l'informatique dans un labo qui était une joint venture entre Stanford et la NASA. Donc en fait, on faisait de la déformation des tissus humains, alors que ce soit tous les tissus humains possibles, mais aussi les os, les liquides, tout, pour entraîner les chirurgiens dans un but de faire en sorte qu'on puisse un jour faire une opération virtuelle dans l'espace, dans un vaisseau spatial. Ayant pour but de faire en sorte que le chirurgien qui possiblement va devoir opérer un astronaute qui a vraiment une opération à faire, puisse s'entraîner d'abord sur le virtuel avant d'opérer le vrai bonhomme. Bon, autant dire que tu as fait des études qui sont vachement proches de ta boîte après.
Eh ben, je sais pas, non, enfin, je suis très curieux, donc j'ai fait plein de choses Est-ce différentes, qu'on ouais. peut revenir sur... donc, tu as dit musique. Mm. Tes parents, j'aime beaucoup de me poser cette question aux entrepreneurs. Tes parents, ils faisaient quoi? Mes parents ils sont profs de français et de maths. Donc voilà, donc j'avais intérêt à savoir bien écrire et bien compter. Et à partir de quel âge tu t'es rendu compte que tu aimais beaucoup, par exemple, les maths, la physique ou la musique? Ah, les maths très tôt, hein. Les Ouais. maths très tôt, parce que je me souviens que même mon père m'avait appris à compter en base 2 quand j'avais genre 3-4 ans, quoi. Et il épatait un petit peu ses collègues en disant «Eh, regardez, il sait compter en base 2. Voilà. Ah oui, donc vraiment, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Ah, j'aime bien les maths, ouais. Mm. Qu'est-ce que t'aimes dedans? J'ai envie de le lier à la musique. Alors, les maths, j'aime bien le fait que les résultats sont pas discutables. C'est-à-dire que c'est juste ou c'est faux, quoi. C'est très confortable en fait, parce qu'il y a peu d'interprétations. C'est-à-dire que ça, ça marche ou ça marche pas. C'est une suite logique de raisonnement, et donc du coup, quand tu arrives au bout et que tu n'as pas fait de faute, bah, c'est bon. Et puis si tu as fait une faute, tu es capable de le prouver, et puis tu vois que là, donc ça marche pas, et donc en fait c'est faux. Mais, donc voilà, j'aime bien le côté logique, déroulement d'une pensée du début jusqu'à la fin, en mode un peu preuve. Mhm. J'aime bien les chiffres aussi, et comprendre les différences de taille, quoi. Tu vois, mais ça se relie à plein de choses, tu vois. Ça va jusqu'à comprendre ce que c'est qu'un million. Un million, c'est 1000 fois 1000. C'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et alors après, tu peux relier ça à plein de choses, tu vois. Les dinosaures, ils sont apparus il y a moins de 150 millions d'années. Et puis après, ils sont morts, en gros, on croit, autour de moins 66 millions d'années. Et donc, ils ont quand même vécu, tu vois, un gros paquet de millions d'années sur la Terre, hein, tu vois, 160 ou 180 millions d'années, quoi. Et puis après, nous, tu regardes l'humanité, ça fait 2,5 millions d'années qu'on existe à peu près. Et puis là, il y a une accélération sur les 100 dernières années, quoi. Et, et en fait, les échelles, c'est fou, parce que là, en plus, on parle en années, mais se rendre compte de ce que c'est qu'un million d'années quand c'est 1000 fois 1000, c'est compliqué pour nous qui vivons à peu près 100 ans, on va dire, pour arrondir. Donc ouais, j'aime bien les chiffres, j'aime bien comprendre les Donc cette différences de grandeur. capacité, voilà, ordre de grandeur, à conceptualiser, ce qui est compliqué à conceptualiser avec notre cerveau, a priori, d'un seul coup comme ça. Ouais, et ça force à. Puis alors, c'est pareil, quand tu compares la taille de la Terre dans l'univers et tout ça, puis tu finis par te dire, bon, de toute façon, on n'est qu'un grain de poussière, puis voilà, puis on va faire ce qu'on peut, quoi. Donc la conceptualisation, du coup, pour permettre aussi de prendre du recul. Et est-ce que je pourrais faire des rapports avec la musique? La musique, c'est assez Alors, conceptuel la aussi. musique, c'est des maths et de l'émotion qui, voilà, qui sont en La musique, plus. c'est des maths et de l'émotion. Ça, c'est beau. Ben, c'est vrai, en fait. Enfin, dans le sens, c'est surtout de l'émotion, mais qui est explicable. J'ai fait beaucoup de traitements du signal appliqués à la musique, justement, notamment quand j'étais à Stanford aussi. Et, et en fait, avec toutes les transformées de Fourier dans tous les sens, pour comprendre, décomposer la musique, c'est comme ça que tu comprends comment fonctionnent les algorithmes de compression type MP3, en fait, qui passent tout le signal dans le domaine spectral pour ensuite le recompresser. Et Tu m'as perdu, hein. Je sais pas si... non, mais voilà, mais il y aura sûrement quelqu'un qui écoute et qui va comprendre. C'est pas, tu sais, c'est comme tout, hein. Une fois que t'as regardé, que tu as passé un peu de temps, c'est pas compliqué. C'est juste que voilà, faut s'y intéresser. Et donc en fait, puis tu comprends aussi comment fonctionne la musique avec bah, le fait qu'une octave, c'est une fréquence qui est x2. Tu vois, le La 440 Hz dont on parle longtemps, enfin souvent, en fait, bah, si tu fais 880 Hz, tu as un autre La. Et puis si tu fais 220 Hz en dessous, tu as aussi un autre La. Puis à 110 Hz, tu as un autre La. En fait, les octaves, c'est juste x2, les quintes, c'est x3 en gros. Enfin, c'est x3 demi. Mais, et en fait, tous les rapports comme ça de choses qui sonnent bien, parce une tonique et une quinte, ça sonne bien ensemble, puis après tu rajoutes la tierce et puis tu te retrouves sur un do majeur, quoi, par exemple, et en fait tu te rends compte que c'est que des rapports de fréquence, parce qu'un do majeur c'est do mi sol, et qu'entre le do et le sol il y a un facteur 3,5 en fréquence, et qu'entre le do et le mi il y a un facteur 5, ça doit être 5 quarts du coup. Et Et c'est marrant que tu dis ça pour reboucler avec des mathématiques et de l'émotion. Il n'y a pas eu bah, il y a déjà des IA qui jouent très bien des morceaux mm, exceptionnellement compliqués, mm. mais ils n'arrivent pas encore à mettre de l'émotion dedans. Non, parce qu'en fait, et c'est là où c'est la musique, j'aime bien pour ça, c'est que ça demande
une discipline incroyable et être capable de répéter 1000 fois le même morceau jusqu'à ce qu'il soit propre et puis de le prendre lentement, puis un peu plus rapide, et puis une main d'abord, puis l'autre main. Ça, je parle en piano. Vraiment, tu joues des deux mains jusqu'à 10 ou 15 notes par seconde parfois, donc il faut quand même être bien synchronisé. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de technique, faut pas se planter, mais en même temps, ce qui est magique, c'est qu'une fois que tu maîtrises la technique, tu passes dans la petite couche artistique, émotionnelle, où en fait... T'as tellement répété les fondamentaux, répété, répété. ouais. Ça va un peu avec Et le zen, comme les arts martiaux, de répéter, peut-être, répéter. ouais. Et après, du coup, tu passes dans une autre couche qui est la couche justement des émotions, qui ne peut pas s'accommoder d'une technique imparfaite. En fait, quand tu arrives dans le côté émotionnel, il faut que la technique, on n'en parle plus, quoi. Il faut que ce soit juste réglé, Inné. c'est bon, ça marche, ça tourne, c'est zéro faute. Et après, hop, tu accèdes à ce petit étage-là qui est l'étage de l'émotion qui, du coup, se partage et où tu acquiers une forte liberté parce que tu peux jouer avec la technique et transmettre en fait toute cette émotion par le son, qui est qu'en plus quelque chose. Alors là ça devient, c'est totalement universel, c'est-à-dire que c'est pour ça que les musiques c'est magique, parce que ça n'a pas de barrière de langue, ça n'a pas de barrière de culture, ça n'a pas de barrière de. Enfin, ça, C'est Nietzsche qui dit sans la musique, la vie serait une erreur. Ah bah ça c'est possible, ouais. Alors je sais pas, J'ai ça qui me revient en tête. Mais... Eh ben sûrement. Il a dit d'autres choses, Nietzsche, mais il a dû dire ça aussi. Est-ce que on peut faire des parallèles par rapport à ça et à l'entrepreneuriat? Parce que donc, t'as fait l'ENS physique, puis Oui. après Stanford. C'est quand Mm. même très très fort niveau science. Euh, Comment tu fais des rapports sciences, mathématiques, tout finalement découle tout le temps 1 plus 1 égale 2. À la musique, c'est un peu moins 1 plus 1 égale 2, mais quand même. À l'entrepreneuriat, où là Mm. c'est le chaos. Ben, en fait, là, dans la musique, ce dont on a parlé, c'est la manifestation de la musique, mais on n'a pas parlé de la manière de la créer. Et en fait, l'entrepreneuriat et la musique partagent une forte nécessité de créativité, parce qu'aller jouer des morceaux composés par d'autres, bon, bah, c'est de l'exécution. Après, ça peut être de la très très bonne exécution, puis ça peut être justement de l'émotion que tu amènes par-dessus quelque chose qui a été pensé par quelqu'un d'autre. Mais tu peux aussi, et c'est là où c'est magique, en créer, quoi. Tu peux créer de la musique. Et alors là, Là, tu rentres dans le chaos. le Enfin, si tu chant. connais pas. Ouais, et en fait, pour réussir à créer de la musique qui ressemble à quelque chose, faut avoir déjà quand même pas mal structuré ta compréhension de comment fonctionne la musique. D'ailleurs, ça rejoint beaucoup justement cette notion-là au niveau entrepreneuriat, non seulement pour le côté créatif, parce que quand tu es entrepreneur, il faut que tu sois créatif. Enfin, en gros, tu as quand même une idée parfois un petit peu orthogonale que tu vas vouloir pousser, et donc ensuite il va falloir l'articuler. Et justement, au moment où il faut l'articuler, c'est là où on se rend compte que, contrairement à ce qu'on pense parfois, où on dit ah bah non, bah dans une start-up ou dans une boîte qui se crée, wow, c'est le chaos, c'est le bazar, il n'y a rien de structuré. Bah en fait, c'est tout le contraire, hein. C'est-à-dire que si on veut réussir à créer quelque chose qui marche, comme effectivement il n'y a pas de cadre, puisqu'il n'y a rien, enfin on arrive, c'est une feuille blanche. Si nous-mêmes on n'est pas ordonné, bah en fait, si on n'est pas extrêmement structuré dans la construction de l'architecture de la vision qu'on a, bah en fait on va partir dans le mur, parce que si on ne maîtrise pas du tout la manière d'ordonner les choses, bon, on va faire un truc qui est complètement aléatoire, et donc là ça a quand même beaucoup de chances de pas marcher. Donc en fait c'est ça, ça partage à la fois créativité et rigueur, la musique et l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tout est possible, mais en même temps il faut être extrêmement structuré et sérieux quand tu l'articules pour le faire, sinon tu vas faire un truc inaudible ou qui marche pas dans le cas de l'entrepreneuriat. C'est quoi les fondamentaux pour toi de l'entrepreneuriat? Donc, les choses que tu répètes, jusqu'au moment où ça devient, comme Alors tu dis, inné, et là, tu peux partir dans la que je créativité. répète, bon déjà faut être sûr, faut être persuadé que euh, on est soi-même persuadé par son idée, hein. Parce que si déjà, enfin, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'aller convaincre plein de gens sur sa route, quand même, parce que justement c'est de faire d'une idée peut-être qu'on a en ligne de mire, en vision, quelque chose de réel, et pour le rendre réel, on va avoir besoin de plein de gens. Donc il faut réussir à fédérer, quoi. Il faut réussir à emmener plein de gens autour de l'idée, parce que tout seul on fera pas grand chose. C'est très très rare. Enfin, en entrepreneuriat. Après, en recherche fondamentale, on peut faire des choses en étant tout seul. Tu vois, Einstein, il a quand même réussi à lui tout seul en 1905 à révolutionner la lumière, la matière, l'énergie et puis le temps. Ça fait quand même sérieux, quoi. Et la masse, j'ai oublié. Ouais. Voilà, donc
et en plus, il avait 26 ans quand il a fait ça. Enfin bon, bref, franchement, on pourrait passer tout un podcast sur Einstein. Mais en fait, ça, on peut le faire tout seul, en fait, parce que c'est de la réflexion extrêmement profonde. En revanche, créer une À société qui marche dans le monde réel, ça demande toujours encore, et c'est ça aussi qui est beau, d'être capable de fédérer une équipe et donc d'être extrêmement soi-même convaincu par ce qu'on est en train de faire, au point d'emmener d'autres personnes dans son propre rêve. Si soi-même on pense que le truc ne marchera pas, c'est assez dur d'emmener d'autres gens, quoi. Comment est-ce que Donc il faut soi-même être convaincu que ce qu'on est en train de faire va marcher, et encore mieux, évidemment, que ce qu'on est en train de faire apporte quelque chose de positif pour le monde qui nous entoure. Ça, c'est un petit peu plus peut-être au niveau Mhm. de l'idée de construire quelque chose d'utile pour la suite de l'humanité. Ça, on va en parler. Pour revenir sur toi, comment est-ce qu'on passe cette espèce de grand écart entre, je veux dire, allez, très grossièrement, un physicien à entrepreneur? Justement, ouais, ça paraît Entrepreneur, ouais, de tu loin. dois être très opérationnel. Ouais, ça paraît très distant, ça paraît très différent de loin, mais en fait, pour moi, ça reste dans le domaine de la recherche et de l'innovation et justement du concret. Et c'est pour ça que je suis plus, moi, physique que maths, même si j'aime bien les chiffres et puis tout ce qui va avec les maths d'ailleurs, tous les concepts théoriques derrière les maths. J'aime bien la physique parce que, alors, évidemment, en physique, tu fais aussi beaucoup de maths hein, quand même. Hein. Il y a un moment, tu échappes pas aux équations et aux intégrales triples. Hein. Mais la beauté de la chose, c'est qu'après avoir rempli tes tableaux d'équations, tu arrives à un résultat, tu l'encadres et là, tu prends du recul et tu te dis « Ah, j'ai trouvé qu'une pomme, ça fait 3 tonnes. Est-ce que je me suis trompé ?» Ouais, il y a de bonnes chances que tu te sois trompé. Et donc, en fait, ça te permet de faire une sorte de reality check au bout et de dire est-ce que ce truc-là, c'est vrai ou pas. Et ben dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que tu vas appliquer ta vision et ta manière de concevoir les choses, et puis après tu vas le faire tester, C'est tu ce vas le que tu as tester fait, dans le toi? grand bain, quoi. Concrètement, tu finis Stanford, Hmm. qu'est-ce qui se passe? Tu commences directement à te dire, moi j'ai envie de Non, plancher. j'ai bossé pendant 5 ans dans une boîte hein, où Mhm. là j'ai appris beaucoup de métiers, justement, c'est très concret. Une boîte qui s'appelait Kabira, dans laquelle j'ai fait d'abord du service client, après du développement informatique, après chef de projet, puis après j'ai aidé les équipes de vente ensuite à concevoir des prototypes Mhm. pour pouvoir aller justement les présenter aux clients et qu'ils disent ah oui tiens bah, si ce prototype-là déjà il sait faire ça, bah, on veut bien signer avec vous pour avoir plus. Donc c'était assez créatif d'ailleurs à ce niveau-là puisqu'il fallait quand même imaginer comment résoudre pas mal de problèmes, y compris dans des phases prototypées, donc il faut aller assez vite. Et avec peu de moyens, généralement, parce qu'on n'investit pas forcément beaucoup sur un prototype. Donc voilà, il faut être plutôt économe et puis malin pour trouver la bonne solution. Et donc voilà, non, j'ai fait ça. Et après, du coup, quand j'ai lancé, quand j'ai voulu développer le covoiturage, je connaissais à peu près les métiers justement d'une société dans la tech. Donc ça m'a beaucoup aidé, ça, de connaître les différents types de métiers pour pouvoir justement orchestrer, structurer la suite, Et la donc là, croissance. c'est quoi le moment Eureka? Le moment où tu te dis, ok, faut que c'est ça que je veux faire. Et c'est comme ça que je vais le faire. Parce qu'on parlait Alors, de ouais, conceptualiser concrètement et de te dire, si ma pomme elle fait 3 tonnes, j'ai un problème. ouais. Est-ce que tu as procédé de la même manière sur on va dire, le premier business plan, si c'est ce que tu as fait Ouais, pour alors non, j'ai pas Blablacar? commencé par le business plan, j'ai d'abord commencé par savoir si quand on assemblait les pièces du puzzle que j'avais en tête, ça faisait quelque chose qui ressemblait à quelque chose. C'était lesquelles? Les Bah, pièces? les pièces, c'est que... Alors déjà, alors, l'état d'esprit de vouloir créer une boîte, il m'est venu plutôt quand j'étais en Californie, en voyant les gens de ma promo, parfois ne même pas aller jusqu'à leur diplôme et puis partir créer une boîte, ou bien rejoindre Google qui démarrait juste parce que Larry Page et Sergey Brin, ils étaient sur le campus en même temps que moi, et puis après ils sont partis. Tu les as rencontrés? Non. Non, mais tout le monde en parlait quand même. Et donc du coup, par contre, ils piquaient des gens dans le master d'informatique où j'étais, quoi. Donc tu vois, ils les débauchaient. Hmm. Ils s'étaient mis juste à côté du campus pour siphonner tous les gens qui étaient bons. Voilà. Et ouais, donc du coup, l'état d'esprit entrepreneurial, il était là, omniprésent, j'ai envie de dire, en Silicon Valley. Et à ce moment-là, bah, tu
Alors déjà, moi, on m'avait jamais dit que c'était possible de pas finir ses études, tu vois. Enfin, je suis peut-être juste un bon élève discipliné, mais pour moi, il faut aller jusqu'à ton diplôme. Ce que j'ai fait d'ailleurs, mais je me disais, tiens, c'est marrant. Donc, non seulement ils finissent pas leurs études, mais en plus, c'est pour faire, pour créer des boîtes. Ça veut dire que ça peut faire partie d'un parcours. Est-ce que créer une boîte, c'est sur mon parcours? On m'a jamais dit, moi, que créer une boîte, ça pouvait être quelque chose de possible dans la suite de ma carrière. C'était pas du tout ce qu'on m'avait mis en avant. Et donc, du coup, déjà, tu vois, ça plante une graine. Tu te dis, tiens, ça peut faire partie de mon futur. Et après, bon, après, j'ai l'idée qui m'est un petit peu arrivée de manière inattendue. C'était un moment où, justement, je devais rentrer en Vendée au moment des fêtes de Noël. Et donc finalement, je trouvais pas de train parce que je m'y suis pris un petit peu au dernier moment. Et c'est ma petite sœur qui habitait à Rouen, qui du coup avait une voiture, à qui j'ai demandé de venir me chercher à Paris. Donc elle est venue me chercher. Puis après, en descendant sur l'autoroute A10, depuis Paris, eh bien, j'ai vu les TGV nous doubler. Et parce que l'autoroute et les TGV sont parallèles. Et, euh, et donc là, en voyant le TGV me doubler, je vois toutes les places prises dans le train que je pouvais pas prendre, hein, puisque j'avais essayé, c'était complet. Et en même temps, je vois toutes les voitures vides. Et je me dis, ah, tiens, des places pour aller en Vendée, il y en avait plein, mais c'était pas dans les trains, c'était dans les voitures. Et donc, il suffit d'aller indexer toutes ces petites places libres. Et puis après, on pourra réserver une place dans une voiture comme on réserve une place dans un train, quoi. Donc après, pour les pièces du puzzle, j'avais quoi? Déjà, les voitures sont vides. Quand tu regardes, après tu cherches des statistiques, tu vois les taux d'occupation des voitures, tu pleures, quoi. Enfin, les voitures sont quasiment tout le temps C'est vides, quoi. 1.2, c'est ça, en Alors Ile-de-France? sur les trajets, alors en Ile-de-France, c'est même moins que ça. Sur les trajets, Ouais, boulot. ouais, sur les trajets domicile-travail, on est même en dessous de 1,1, donc c'est un désastre. Et sur les trajets plus longue distance, alors ça dépend des trajets, mais t'es entre 1,5 et 1,9, quoi. Euh, et, et donc, mais je rappelle qu'il y a 4 voire 5 places dans une voiture. Donc en fait, on est en dessous de la moitié de l'occupation, quoi, hein. Très largement, voire parfois on n'a même pas un quart d'occupé. Donc déjà, toutes les voitures sont vides. Tu as une petite statistique, tu as 18 millions de voitures tous les matins qui vont au travail et qui en reviennent, c'est-à-dire que tu peux asseoir la France entière tous les matins dans les bagnoles, tous les matins, tous les soirs. Avec le nombre de places libres, tu fais x3 et voilà. Donc, tu as les voitures qui sont vides, donc il y a une opportunité. Tu as des gens qui cherchent à se déplacer, comme moi qui voulais aller en Vendée. Donc, il y a aussi une demande pour chercher des places vides. Voilà, c'est juste que personne n'a indexé ces places libres, hein. Donc, en fait, tu peux les trouver nulle part. Enfin, moi, j'avais trouvé ma petite sœur, mais enfin, il fallait la connaître. Et donc, si tu voulais trouver quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Après, les gens réservaient déjà leur trajet en ligne, tu vois, sur que ce soit du train ou de l'avion. Pourquoi ils réserveraient du train ou de l'avion et pas des voitures? Donc, en fait, tout est déjà là. Les systèmes de paiement sont déjà là. Les plateformes, comment ça fonctionne? C'est une base de données, un moteur de recherche et puis une bonne connectivité pour y accéder, y compris en temps réel. Donc en fait, tout existe, tout est déjà là sur la table. Et donc tu te dis, si on assemble tout ça, tout est là pour que ça fonctionne. Enfin, il suffit juste, c'est des Lego, quoi, en fait. Tu assembles les pièces. Alors après, je dis pas que c'est des Lego faciles, mais... Et donc, c'est ce que tu as fait et paf. Bah non, pas paf. Ah bah non. Non. Non, c'est ce que tu fais, puis après quand même, tu peaufines, tu communiques beaucoup pour faire connaître que ça existe. En plus, c'est une place de marché. Alors, place de marché, c'est compliqué parce que tu crées l'offre et la demande en même temps. C'est un peu comme si tu créais deux boîtes en même temps. C'est-à-dire qu'il faut que les deux se rencontrent. C'est un peu comme se dire que, par exemple, tu veux faire se rencontrer des grains de sable. Bon, si tu prends 3 grains de sable dans la main gauche et 3 grains de sable dans la main droite et que tu les envoies l'un contre l'autre, tu n'as quasiment aucune chance de faire un choc. Par contre, si tu prends des grosses poignées de chaque côté et que tu les envoies l'une contre l'autre, là, tu vas réussir à créer plein de chocs. Bon, c'est ça une place de marché. Une place de marché, c'est quand tu arrives à faire se rencontrer l'offre et la demande, et il y a une notion de liquidité. Il faut qu'il y ait à peu près autant d'offres que de demandes, et puis il y a aussi une notion de densité. Il faut qu'il y ait suffisamment d'offres et suffisamment de demandes pour que ça commence à créer des transactions. C'est ça, c'est l'œuf ou la poule. Vous, c'était qui? Justement, dans le dilemme de l'œuf ou la poule, c'est que ça naît au début, c'est un mix des deux, quoi. Tu vois, c'est un œuf poule. Tu rachètes covoiturage? Je rachète l'URL, ouais. C'est-à-dire que en fait, moi, j'ai été parti sur Commuto.
Et puis, il y a T'étais tout seul à ce moment-là ou Non, t'avais j'étais déjà... avec un copain, ouais. J'étais avec un copain qui s'appelle Damien. Et on avait commencé à coder et tout. On avait notre service. Et puis, il y a le mec qui avait racheté le nom de domaine covoiturage.fr qui l'a vendu, donc je l'ai lui acheté. Et puis après, on a déployé tout ça. On a déployé une autre technologie sur cette URL-là parce qu'il fallait faire de l'éducation et expliquer ce que c'était, quoi. Donc, si tu veux, le nom covoiturage.fr, à l'époque, il était très utile parce que il permettait d'expliquer ce que c'était que le covoiturage, et c'était en France. En revanche, comme il y avait pas mal d'équipes qui se lançaient en même temps et qui essayaient justement ensuite de développer ce concept-là, on a eu jusqu'à une dizaine d'équipes qui essayaient de lancer le concept du covoiturage en France. En fait, on n'avait pas tous, d'une part, les mêmes caractéristiques, ni parfois le même sérieux par rapport à la construction d'une communauté fiable, tu vois. Et là, après, il fallait construire une marque qui se différencie vraiment. On ne pouvait plus s'appeler covoiturage quelque chose. Il y avait des gens qui s'appelaient Easy Covoiturage, d'autres qui s'appelaient 1, 2, 3 Covoiturage, d'autres qui s'appelaient, je sais pas quoi, Covoiturage dans l'Oise. Puis, enfin, tu vois, Qu'est-ce qui vous a fait gagner là, a posteriori? Tu dis pas, il y a 10 concurrents juste en France. Ouais. Qu'est-ce qui te fait gagner? L'écoute de tous les gens qui utilisent le service et puis l'utiliser nous-mêmes. Mais écouter les gens qui utilisent le produit. Surtout quand tu as un concept comme ça, les gens qui prennent le temps de te faire un retour, qui t'expliquent pourquoi ils aiment bien cette chose-là ou pourquoi ils n'aiment pas, en fait, il faut leur accorder tout le temps possible pour essayer de comprendre, pour qu'on aille évidemment corriger ce qui ne leur plaît pas. Et que du coup, le prochain utilisateur qui viendra n'aura pas cette remarque-là. Et donc, en fait, tu dégommes les problèmes un par un. C'est-à-dire que... alors, c'est pas la peine de noter, d'ailleurs. Hein. Il suffit d'en appeler 3, 4, 5. Moi, j'ai appelé des milliers de covoitureurs comme ça pour avoir leur retour. Et donc, du coup, tu en appelles quelques-uns. Et en fait, quand il y a un problème sur ton service, au bout du 3e coup de fil, la personne n'a pas le temps de finir sa phrase, évidemment, pour te dire ce qui ne va pas, que tu complètes la phrase. Tu dis oui, je sais, les deux d'avant, ils me l'ont dit déjà, donc c'est bon. Donc ça va pas. Tu t'en rappelles des tout premiers comme ça, les plus gros problèmes qui Ouais, remontaient? il y avait des fois, des fois c'est tout bête, les gens ils trouvent pas les boutons, tu dis c'est là, c'est là, ça marche, sauf que il y a personne qui a trouvé où c'était. Après, tu as des gens qui te disent le numéro de téléphone n'était pas bon, tu dis ouais, d'accord. Donc le mec il a rentré un mauvais numéro de téléphone, il s'en est pas rendu compte sur le moment, et puis après, quand tu es sur le rond-point et que tu dois appeler quelqu'un et que c'est pas le bon numéro, c'est raté, quoi. Donc, donc tu vois. Donc après... J'imagine le nombre de problèmes. C'est même pas une marketplace simple, c'est vraiment la marketplace. Donc après, faut aller vérifier tous les numéros de téléphone. T'es obligé, parce que tu peux pas laisser des gens qui doivent se rencontrer sur place avec des faux numéros, quoi. Enfin, qui marchent pas. Donc voilà. Après, c'est d'autres choses. C'est comment tu vas aller rajouter des avis, parce que les gens ils disent moi, voilà, il était super sympa, j'aimerais bien le dire. Ou alors, à l'inverse, il est arrivé une demi-heure en retard. Ce serait bien que les autres soient prévenus, quoi. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et donc voilà, petit à petit, t'écoutes et puis tu complètes ton service. Et tu dégommes les problèmes un par un. Je me permets de te couper. Je vais reprendre sur la concurrence. Les autres, c'est sûr qu'ils écoutaient un minimum aussi les problèmes de leurs covoitureurs. Qu'est-ce qui les fait perdre? Ça, au lieu de vous dire qu'est-ce qui vous fait gagner, c'est qu'est-ce qui les a fait perdre? Est-ce que c'est le cash? Est-ce que c'est l'exécution, la vélocité de l'exécution, d'être pas assez rapide? Parce la structuration, anticiper quand ça va être, quand tu vas te faire arracher le bras par le volume. C'est-à-dire que, tu vois, je me souviens de discuter justement avec un service qui était donc du concurrent de nous à un moment. Et là, le gars me dit ouais, non, mais sur la technique, c'est un stagiaire qui s'occupe du site. Je dis, mais attends, il y a un moment, c'est le cœur. C'est quand même le cœur de ton métier, quoi. C'est bizarre que tu aies mis un stagiaire sur ce truc-là. Pourquoi t'as pas. Alors, moi, je bossais avec Francis, du coup, qui est CTO, qui est un mec absolument phénoménal. Tu l'as rencontré techniquement, j'ai rencontré chez mon voisin, dans une soirée pizza. Donc, c'est pas une méthode de recrutement. Quoique, si, ça veut dire qu'il faut garder les yeux ouverts un peu partout. Mais donc, non. Et donc, je me suis dit, c'est complètement fou, il a mis un stagiaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a eu une grève de la SNCF, donc il y avait beaucoup de trafic sur les sites de covoiturage. Leur site, il a pas tenu, et ils ont même fait une indisponibilité pendant 3 semaines, quoi, tu vois. Il était mal structuré, le truc. Donc, et nous, ça nous a énormément aidé, du coup, parce que tous les gens qui utilisaient leur service, ils sont venus chez nous. Donc, c'est des choses comme ça. Après, très solide sur la technique, en fait, dès le début, parce qu'on parle du produit, mais aussi sur le fait que ça tenait la route. Au tout début, non, c'était dur, mais assez vite, on
a en tout cas très investi, beaucoup investi sur la construction de notre plateforme. Après, c'est d'autres choses. Tu parles du service client, enfin, d'écouter ses clients. Je me souviens aussi, comme ça, un autre site concurrent qui m'avait... Parce que moi, je testais. J'envoyais des messages, je faisais comme si j'étais un client de leur service, puis je voyais s'ils répondaient, quoi. Je voyais ce qu'ils répondaient, tout ça. Ils ne me répondaient pas. J'écrivais un petit peu partout comme ça, et ils ne me répondaient pas. Je disais, tiens, c'est bizarre, ils s'en fichent ou quoi? Et puis après, je discute avec des gens, enfin avec les gens qui gèrent le site, et là, une fois, il y en a un qui me dit, oh, bah, tu sais, de toute façon, pour 1000 personnes qui viennent sur le site, il y en a un qui nous écrit, alors c'est pas bien grave si on lui répond pas, quoi. Et là, je m'étais dit, enfin, je lui avais dit d'ailleurs, je lui ai dit, mais attends, celui qui t'écrit, c'est celui qui l'utilise, ton site, tous les autres, c'est des papillons, en fait. Tu vois, ils sont venus sur le site, ils sont repartis, enfin, ils ont pas vraiment utilisé ton service. Celui qui prend le temps de t'écrire, bah, c'est celui qui est engagé. C'est celui qui est engagé, qui a vraiment envie d'utiliser ton service. Donc, certes, il y en a peut-être qu'un sur 1000, mais c'est le bon. Tu vois, tous les autres, ils servaient pas à grand chose en fait. Ils sont juste venus voir là en touriste et puis ils sont repartis. Tu reprends ton allégorie avec les grains de sable, il a réussi à en avoir 2 qui se touchent et lui il se dit ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est exactement ça. Non mais voilà, donc non, c'est pas totalement inné d'aller se dire qu'il faut écouter les gens qui utilisent ton service. Alors maintenant, beaucoup plus, tu vois, mais il y a plein de choses comme ça dont on va parler. Et puis maintenant, il y a tellement de choses qui ont été écrites et qui ont été démontrées aussi de différentes manières par plein de services que ça paraît assez évident qu'il faut un bon service client. Ça paraît évident qu'il faut une bonne plateforme tech. Ça paraît évident qu'il faut un bon service client. Voilà, donc il n'y a plus personne qui te dirait, voilà, moi je n'écoutais pas, il me pose des questions, mais non, mais c'est pas grave, il y en a tellement. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai, ça qu'il faut remettre ça dans le concept. Ça a déjà au moins 10 balais, c'est ça? Plus. Un petit peu plus, ouais. J'ai envie qu'on parle un petit peu d'ambition. Après, on parle de culture d'entreprise. Quand tu as commencé, tu as dit qu'il faut avoir une vision quand même assez précise. Mais jusqu'où tu la tires? C'est un peu comme si tu reprends des maths. Jusqu'où tu veux tirer ça? Ta vision dès le début. Au tout début, tu pensais aller vers où? Versus nourrir cette ambition et en faire aujourd'hui un géant européen, peut-être mondial. Ouais, bah déjà, on est dans 22 pays du Brésil à l'Inde, donc effectivement, on est déjà plus qu'européens. Mais en fait, ta vision, déjà, tu essaies de voir si elle peut aller. Enfin, moi, je sais que dès le début, je me suis dit, ce concept-là, alors après, c'est la beauté de l'informatique, mais généralement, ça peut scaler, comme on dit. D'ailleurs, dans le livre, je propose dans Mission Blablacar, je propose qu'on arrête de dire scaler parce que j'ai pas de mot en français, donc je propose écheler. Écheler. Voilà. Avant que les Québécois inventent le mot à notre place, faisons-le. Très bien. Voilà. Écheler. Bah, disons, juste, t'aurais dû me le dire. Hein. Allez, j'aurais dû te le dire dès le début. Alors, comment est-ce qu'on échelle? Eh bien, alors, comment et pourquoi? Enfin, t'essayes de voir déjà au début si le concept que tu as va effectivement pouvoir s'étendre loin. S'il a besoin de beaucoup de moyens pour s'étendre loin ou pas. Et là, du coup, grâce justement au mécanisme de fonctionnement de tout le domaine Internet et informatique, en fait, c'est des modèles qui peuvent s'étendre très loin, très vite, pour relativement peu cher. C'est-à-dire par rapport à d'autres business qui doivent aller installer des usines par là, avoir des logistique. Voilà, beaucoup de logistique ou quoi. Là, en fait, non, quand tu es sur Internet et que tu as un service comme ça qui est ce qu'on appelle un peu assetless, c'est-à-dire sans sous-jacent physique, eh bien, tu peux aller très vite, très loin. Donc ça, pour moi, c'était assez important de voir qu'effectivement, c'était possible. Et puis après, l'autre côté, donc ça, c'est un angle pour essayer de projeter sa vision loin. L'autre angle, c'est de se demander quelle est la proportion de la population qui serait intéressée par ça. Là, on parle d'un service consumer, enfin, tu vois, donc grand public, pas un service B2B. Et donc, tu essaies de voir quelle proportion de la population pourrait être intéressée par un tel service. Et donc là, tu te dis, attends, c'est du déplacement. Donc en fait, là, tu dis du déplacement. Quelle est la proportion des gens dans le pays qui ont déjà pris une voiture? 100% des gens ont déjà pris une voiture quand même. Tu vois, tu dis, donc en fait, 100% des gens peuvent prendre une voiture, en fait, pour se déplacer. C'est pas comme si on était en train de leur proposer, je sais pas, du déplacement en deltaplane, tu vois. Où là, t'as pas 100% des gens qui ont fait du deltaplane. Donc tu commences par mapper le marché, c'est quoi le volume en France? Ouais, est-ce que tu as tout de suite pensé à Europe ou tu t'es dit non, quand même, à France? Parce que... Ah non, alors attends, tu peux voir loin, par contre, il faut marcher au niveau de tes pieds. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Tu peux regarder le sommet, mais il faut mettre un pied dans l'autre avant d'y arriver. Ah bah oui, non, c'est important et intéressant de savoir que tu vas pouvoir aller loin.
En revanche, il faut être extrêmement concret et pragmatique sur ta progression. Et donc, pendant des années, on s'est concentré rien que sur faire marcher la France. On est parti à l'étranger que quand on avait une traction en France et qu'on Mais avait c'était déjà. démontré que ça marchait, quoi. Ouais, ma question, c'est est-ce que tu l'avais déjà en tête? Tiens, oui, ça, De c'est partir à plus. l'étranger? Ouais. Ah oui, bien sûr. Ok. Oui, bien sûr. Et C'est cette aussi le fait que j'ai beaucoup voyagé et que voudrais j'ai vie à aussi Stanford compris. et la Californie. Est-ce qu'il n'y a Ouais, pas aussi cette ambition, enfin, qui. oui, puis j'ai aussi compris que tu vois, la France, c'est un pays de 65 millions d'habitants, c'est-à-dire moins d'1% de la planète. Donc, Encore les rapports d'échelle. bah oui. Grandeur de grandeur. Bah attends, regarde, en Chine, ils sont 1,3 milliard. C'est 20 fois plus que la France. Il y a 20 fois plus de Chinois que de Français. Enfin, il faut quand même se rendre compte des échelles, quoi. Et puis, c'est pareil, les États-Unis, ça fait 17 fois la France en superficie. Enfin, donc, faut se rendre compte des tailles auxquelles on. Tu vois, aux États-Unis, ce qui m'avait marqué quand j'étais arrivé, c'est que tu prends l'avion, puis tu vois des champs ronds. Tu te dis, tiens, c'est bizarre, ça, quand même. On n'a pas de champs ronds, nous, en France. Hein. Ils ont des champs ronds. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à arroser, tu sais, avec les grands arroseurs, là, puis les trucs qui tournent. Mhm. Hop. Et puis, comme ils ont de la place, tu vois, on va pas s'emmerder à aller arroser dans les coins, quoi. Donc, en fait, et là, tu te dis, ils ont vraiment de la place, en fait. Et tu regardes, effectivement, la densité, c'est beaucoup plus petit que la France. Enfin, ils ont, au kilomètre carré, ils ont beau être 5-6 fois plus nombreux que nous, ils ont un territoire qui est 17 fois plus grand. Donc, de toute façon, il y a de la place. Personne au milieu. Ils sont tous. Ouais, alors après, ouais, si, ils sont près des côtes, principalement, mais voilà, donc non, oui, les échelles, c'est très très important. Et donc, oui, moi je préfère me dire qu'on a un concept qui va marcher partout où il y a des routes et des voitures qu'un concept qui va marcher uniquement en Vendée, même si j'adore la Vendée. Mais c'est rigolo parce que quand on en parle, ça te paraît évident et j'ai pas l'impression que l'ambition, c'est ah ouais, dès le début, j'ai eu l'envie d'être mondial, d'être global, etc. Mais beaucoup plus un peu mathématique. Bon, juste, ouais, c'est comme ça, voilà. Donc si ça marche, ça marchera, et puis voilà. Bah, c'est un mix de tout. Après, tu formes ta conviction comme tu veux et tu utilises toi-même tous les arguments pour t'auto-convaincre. Et d'ailleurs, après, plus tu as d'arguments rationnels pour expliquer ta conviction, je parle de conviction, je ne parle pas d'intuition, ça c'est important parce qu'en fait, la différence entre la conviction et l'intuition, c'est que la conviction, elle résulte d'une analyse assez rationnelle, mine de rien, normalement. Tu as étudié 14 angles différents pour comprendre ce que tu es en train de faire. Et tous les chemins mènent sur cette chose-là doit marcher. Et ça, c'est de la conviction. L'intuition, c'est juste, t'as pas fait tes maths en fait. T'as pas regardé rationnellement si ça peut marcher ou pas. Mais tu te dis, ça doit marcher. Alors, c'est beaucoup plus faible en fait l'intuition que la conviction parce que du coup, t'as pas la preuve et surtout, tu n'arrives pas à convaincre les autres qui sont en face de toi en utilisant le bon argument qui leur manque pour être autant convaincu que toi. Donc, par contre, quand tu as fait tes maths, c'est-à-dire que tu as analysé toutes les raisons pour lesquelles ce sur quoi tu es en train de travailler ne peut que marcher et que tu en as une collecte, tu as 89 raisons pour lesquelles ton truc doit marcher parce que tu as vraiment tout regardé. Quand tu es face à quelqu'un qui est sceptique, tu es capable d'envoyer les arguments qui lui manquent pour que lui aussi, petit à petit, forge sa conviction. Et donc, tu vas être capable de beaucoup mieux fédérer que si c'est simplement une intuition et que tu n'es pas capable de l'expliquer brique après brique. Donc, conviction égale intuition plus data. Beaucoup de data. On va dire ça, ouais. Ça, c'est une belle équation. Je t'avais promis d'essayer de faire au plus vite. Donc, on va parler culture, mais connaissance de soi d'ailleurs. Avant, parce que ça, on va pas comme ça, on va pas partir sur la culture. Comment est-ce que tu as appris à te connaître? C'est quoi pour toi bien se connaître? Je sais même pas si je me connais bien. Non, il y a quelques trucs que j'ai compris, c'est que j'adore bosser et qu'il faut que je m'auto-limite. C'est-à-dire que si je ne m'auto-limite pas, moi, sur la quantité de travail que je produis, personne ne le fera en fait. Et alors, c'est d'autant plus vrai quand tu crées ta propre boîte parce que tu deviens ton propre patron et donc du coup, tu n'as jamais fini. Autant quand tu as un patron, il te dit faut faire ça, puis quand tu as fini, en fait, tu as fini, puis tu vas faire autre chose. Le problème, c'est que quand c'est toi ton patron, quand tu as fini, tout de suite, tu as le patron sur le dos. Quoi. Ouais, et même quand tu dors, il est encore là. Il est encore là. Il est encore là. Et il te dit attends, c'est bien, tu as fait ça, on s'en fout. Regarde, il y a autre chose là maintenant. Tac, 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 tac. Et il te nourrit tout le temps. Et donc, si tu ne fais pas attention, tu finis par ne faire que travailler. Ça m'est arrivé beaucoup pendant beaucoup d'années. Tu vois, genre travailler 100 heures par semaine pendant 12 ans. Burn-out ou pas burn-out? Non,
non, non, Jamais. non, C'est jamais. quoi le secret? Parce que du coup, il y a des gens qui travaillent pas tellement, mais qui arrivent au burn-out. Il y a des gens qui Alors, travaillent beaucoup qui burn-out. ouais, je pense que le burn-out, c'est pas que la quantité de travail, c'est le stress aussi. C'est quantité de travail plus stress, le burn-out. C'est pas que quantité de travail. Donc en fait, je pense que par contre, au niveau stress, ça va, je gère bien. Comment tu fais? Eh ben, j'identifie ce qui dépend de moi et ce qui dépend pas de moi. C'est-à-dire que je stresse pas pour des choses qui dépendent pas de moi. Tu vois, je vais pas stresser parce qu'il risque de pleuvoir demain. Tu vois, j'ai pas d'influence dessus. Mhm. Donc si je me dis il risque de pleuvoir demain, tout ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'équiper d'un parapluie. Hein. Et au c'est début tout. de l'aventure, c'était Et déjà je vais comme ça? pas je vais pas me faire mal en me disant qu'il risque de pleuvoir demain. Qu'est-ce que tu veux que j'y Si change? demain, tu peux perdre Blablacar. Perdre, c'est-à-dire. Je vais pas te donner une raison, j'ai pas envie de te... Ouais. Peu importe, une raison, je sais pas. Toutes les voitures tombent en panne Ouais. au monde. Ouais. C'est mort. Pendant un Ouais. an, personne peut utiliser de voiture. Ouais. 2 ans. Bon. Tu le prends comment? Aujourd'hui, je vais faire ça. Tu le prends comment aujourd'hui? Tu l'aurais pris comment il y a 10 ans? Peut-être. Bah, je pense un peu de la même manière, c'est-à-dire que, tu vois, typiquement, comment on a pris la pandémie. La pandémie, t'as le président qui dit à tout le monde, restez chez vous. Toi, t'es un service de déplacement, tu vois. Donc, tu tombes à 0% de trafic. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, voilà, c'est comme ça. Et tu l'as vécu comment en ce moment? Déjà, les serveurs ont arrêté de chauffer, hein, parce que du coup, forcément, il n'y a plus personne. Donc tu te dis quoi? Chouette, facture d'électricité moins forte pour les serveurs. Tu dis pas chouette, tu dis c'est comme ça. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça, quoi? Comment on va faire? Puis là, tu vois, de la même manière, après, il faut aussi avoir une confiance dans le fait que les choses changent. Enfin, c'est pas une confiance qu'il y a à avoir, d'ailleurs, c'est ce qui se passe tout le temps. Mais tu vois, là, aujourd'hui, ça y est, par rapport à un retour, et alors avec toutes les discussions qu'il y a autour de l'énergie et des économies d'énergie qu'on doit faire, aujourd'hui, tu as beaucoup plus de trafic sur Blablacar que ce qu'on n'a jamais connu, parce que tout simplement, tu as une essence, c'est-à-dire l'énergie qui est redevenue chère, et ce qui est d'ailleurs une bonne chose pour la planète, que l'énergie soit chère, parce qu'en fait, on en consomme beaucoup, et beaucoup trop. Et c'est pour ça qu'on se permet de se balader avec des voitures d'1 tonne en étant tout seul dedans. Hein, c'est pas non plus normal. Tu sais, je te donnais quelques stats. Tu as compris que j'aimais bien les chiffres. Une voiture, alors déjà, elle passe 96% de sa vie arrêtée. Il n'y a que 4% de sa vie où elle n'est pas arrêtée. Et en fait, même ça, c'est qu'elle passe aussi 0,5% de sa vie dans les bouchons, 0,7% de sa vie à chercher une place de parking pour se garer, et il lui reste 2,8% de sa vie où elle va effectivement d'un point A à un point B. Ce pourquoi elle a été conçue. Quand elle se déplace 3 fois sur 4, tu n'as qu'un conducteur à bord. Et à côté de ça, quand on regarde au niveau énergétique, tu as 96% de l'énergie qui est consommée pour déplacer une voiture, qui l'est pour soit déplacer de la ferraille, soit faire de l'effet Joule, c'est-à-dire de la chaleur. Et il reste que 4% qui l'est effectivement pour déplacer le corps humain. Donc en fait, déjà, on gaspille 96% de l'énergie qu'on va chercher dans le sol. Au-delà de ça, les voitures, donc je l'ai dit, 96% du temps arrêté, et en plus, 3/4 du temps avec une seule personne à bord. Après, tu regardes le coût que ça représente tout ça, parce qu'en fait, toute cette énergie-là, ça se traduit en argent à un moment. Une voiture, ça coûte à peu près 6 000 € à l'année à l'entretien, c'est-à-dire quand tu comptes la dépréciation du véhicule qui est très forte, hein, c'est-à-dire que tu achètes le véhicule, mettons 20 000, tu le revends 10 000, tu perds de l'argent tous les ans. Bon, évidemment, l'essence, le péage, l'assurance, le parking, les réparations, enfin, tu fais la somme de tout ça, ça fait à peu près 6 000 € par an. Tu as 38 millions de véhicules en France, 38 millions x 6 000, je te la fais vite, ça fait à peu près 200 milliards. 200 milliards, c'est 10% du PIB. C'est-à-dire que l'utilisation rationnelle qu'on fait des voitures aujourd'hui, c'est que on utilise un quart de 2,8% d'une ressource qui nous coûte 10% du PIB et sur laquelle on gaspille 96% de l'énergie. Voilà. Donc là, quand tu poses ça, tu vois, c'est une autre manière d'aller convaincre, par exemple, que le covoiturage, c'est une bonne idée. Tu vois, je me demandais comment. Donc voilà, effectivement, tu fais de manière rationnelle, tu analyses, tu dis ça c'est anormal. Ça, c'est pas possible. Ça peut pas durer. Résumé trivialement, c'est arrêtons de vouloir faire des moteurs qui sont un tout petit peu moins énivores et peut-être utilisons mieux l'objet, l'outil en général. Exactement. Il faut l'utiliser mieux. Enfin, faut être plusieurs par voiture. Et ça t'as fait une démonstration rapide. Je dis, voilà, à la fin. Culture de
de ces traits de personnalité, valeurs, comment ça a créé la culture Blablacar? Alors, la culture Blablacar, il y avait un côté très implicite quand on était peu nombreux, puis après, on l'a vraiment explicité. On a fait un vrai exercice de groupe, hein, tous ensemble, quand on était à peu près 50. Et pour faire sortir ce qui nous motivait, ce qui nous plaisait à travailler ensemble, hein. Donc, plein de valeurs autour de l'innovation, autour de l'essai, du droit à l'erreur, autour tu vois, il y a un de nos principes qui dit fun and serious. Donc, c'est vraiment à la fois, on s'amuse bien, mais en même temps, on est extrêmement sérieux et les deux sont très importants. C'est pas un truc au milieu. C'est, alors, il y a d'autres manières de le dire, c'est work hard, play hard, mais tu fais vraiment. Quand tu bosses, quoi. Quand tu bosses bien, tu bosses très sérieux, quoi. Et puis après, quand tu t'amuses, tu es super content d'avoir du temps pour t'amuser parce que justement, tu as bien bossé avant. Sinon, quand tu t'amuses et que tu as mal bossé, tu as l'impression de voler ton temps ton temps d'amusement parce que tu l'as pas vraiment mérité. Donc voilà, après, il y a Share More, Learn More, qui est un de nos principes aussi, qui est plus tu partages, plus tu apprends. Ça, c'est très important. Tu as aussi fail, learn, succeed, justement dans la catégorie droit à l'erreur. Donc, tu fail, donc tu échoues, en fait, tu fais un essai raté. Learn, tu apprends. Succeed, tu y arrives. Et en fait, le chemin entre l'échec et le succès, c'est l'apprentissage. Donc, il faut déjà avoir conscience de ça. C'est pas grave de se planter. Par contre, c'est grave de se planter sans en avoir tiré des leçons. Donc, quand tu tires des leçons, tu apprends, puis après, tu y arriveras mieux. Donc, en fait, il y a typiquement dans la culture, on a mis deux choses qui sont ressorties de nos interactions, qui sont deux formes d'apprentissage, l'une par l'expérience, donc fail, learn, succeed, et l'autre par le partage, puisque tu vas quand même 2 fois plus vite quand tu évites de faire les mêmes erreurs que les autres et que tu apprends des erreurs des autres. Et donc à ce moment-là, c'est share more, learn more, plus tu partages, plus tu apprends. Et donc comme plus tu apprends, plus Comment tu as du fais succès. pour que cette culture échelle, passe à Ouais. l'échelle, et surtout, ça ne pas bullshit. T'en parles dans ton livre. Comment est-ce que tu fais? Parce que le work hard, play hard, on l'entend partout. Ouais. Comment est-ce que toi, t'arrives, comment on appelle ça, le rendre réel pour ton entreprise, pour cette aventure humaine? Tu l'ancres dans le quotidien de l'entreprise, c'est-à-dire que tu t'arranges pour que ce principe-là soit appliqué sur différentes formes. Tu vois, par exemple, on en a un qui s'appelle Be the Member maintenant, c'est-à-dire sois le membre, hein, c'est-à-dire utilise toi-même le service. Eh bien, on a donc tout le monde, tous les gens qui font du covoiturage chez Blabla ou du bus, en fait, on considère qu'ils testent aussi le produit. Et donc, du coup, ce que tu fais, c'est que en échange d'un retour de leur expérience, en disant ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, eh bien tu leur rembourses le trajet et donc du coup tu as une logique comme ça impliquée dans la société où en fait on fait tous du covoiturage. Et tu le fais aussi toi? Ouais, mais Incroyable. ouais. Alors Faut t'avoir dans la voiture, mais au hasard comme ça? Ouais, ça arrive. Ouais. Bah oui, forcément. Ouais. Non mais oui. Je sais pas. Ça... Ouais, bah non si. Et t'as déjà surpris comme ça tes utilisateurs? Ou ils savent pas ouais, qui t'es peut-être? si, ouais, non mais ouais. Je plein d'histoires. D'ailleurs, j'en ai mis plein dans le bouquin. T'en as une comme ça un peu drôle, rapide, parce que sinon tu vas... Bah oui, non, une fois. Enfin, en fait, le truc c'est que quand je fais un covoiturage, je parle beaucoup de covoiturage. Forcément, parce que j'ai envie de savoir ce que les gens pensent. Puis, des fois, ça m'arrive, tu vois, t'en as un au bout de 3/4 d'heure, il dit non, mais ça va aller, ouais. Enfin, tu parles que de covoiturage, tu veux pas qu'on change de sujet là, parce que quand même un peu, tu vois, c'est bon quoi. Donc là, je suis obligé de lui dire, ouais, non, mais si je te demande autant de trucs sur le covoiturage, parce que, tu vois, je suis un peu passionné, enfin, j'ai créé le service et tout, donc c'est comme ça. Et c'est quoi les réactions? Et ben alors justement, quand le service était au démarrage, tu vois, je disais ça, et les gens étaient super contents. Ils disaient ah tiens, c'est toi qui fais le blog là, qui fait le truc. Alors tu dis bon, c'est un peu plus qu'un blog, mais bon, c'est pas grave. Et puis donc voilà, ils étaient contents. Et puis je me souviens qu'une fois, un jour, il y a un mec comme ça. Je lui dis, et puis il me dit ouais c'est ça, t'as créé Blablacar, ouais. Puis moi je suis le pape. Je dis bah non, enfin Ça marche. je sais pas si t'es le pape, mais en tout cas moi j'ai fondé Blablacar quoi. Normal, Et là je me suis dit que le truc était devenu tellement grand que les gens pensaient que personne l'avait créé en fait. Je sais pas, il était tombé du ciel. Les gens ils te croient Bah plus. si, non, parce que ils me croient plus. Si, s'ils te connaissent en amont, oui, ou s'ils voient ta photo, oui, mais si tu leur dis et qu'ils te connaissent pas, je sais pas, ça dépend. Bon, enfin, j'ai pas d'exemple là. Enfin, j'ai cet exemple-là en tête. Je sais pas s'ils me croient pas ou pas, mais là, ça m'avait fait marrer parce que je m'étais dit,
le truc est devenu tellement grand que je sais pas. Les gens, ils pensent que le mec a créé ça, il est mort, c'est ça? C'est vieux? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, je sais pas, c'est apparu comme ça, génération spontanée, c'est tombé du ciel, je sais pas. Enfin, il y a bien quelqu'un qui s'est quand même retroussé les manches pour le construire. Tu vois? Et ça, on oublie parfois quand on va dans une grande boîte qui est ancienne, tu vois, je sais pas, 60, 80 ans ou 100. Je sais pas, les gens ne s'imaginent pas qu'il y a eu au démarrage des gens qui se 10 sont personnes, retroussés ouais. les manches pour le construire. Renault, Ouais, tout, toutes ces boîtes du CAC tout. Et en fait, il y a quand même des gens au début qui sont allés. ouais, qui sont allés, qui l'ont fait. C'est pas parce qu'elles sont grandes qu'il y a personne qui les a créées, quoi. C'est pas juste arrivé là comme ça. Et justement, tiens, ça va avec la culture, ça comment tu fais pour que ça reste toujours aussi vrai, toujours aussi fort? Parce que c'est vrai pour, je pense, de la vie, de l'impression externe, mais en interne, ça peut être aussi un peu ça. Oui, on sait que c'est Frédéric qui a créé ça, machin, mais bon, c'est Et comment je fais, pourquoi? pour garder ce lien extrêmement fort avec la culture de, bah oui, on est toujours là, non, c'est pas vieux, non, on est qu'au début, tu vois? Ouais. Eh ben, déjà, on a beaucoup de mécanismes d'innovation qui sont mis en place justement. Alors, bon, j'ai parlé du mécanisme qui est implémenté en interne pour être sûr qu'on est collé au plus proche de notre service. Mais après, il y a d'autres choses qui sont de l'ordre plus de l'innovation. On organise des hackathons. Enfin, tu vois, on a un esprit où justement, quand on dit fail and succeed, bah, on essaye des choses. Et donc, on est toujours très jeune dans notre tête à essayer, et puis à essayer de comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Donc, en fait, c'est extrêmement dynamique. C'est sûr que c'est un effort permanent, et surtout, c'est un état d'esprit. De se dire qu'on peut et on doit toujours innover. Et donc, une fois que tu as planté ça en fait dans la culture, ça a tendance à quand même se répliquer parce que c'est super agréable d'être capable d'aller essayer des nouvelles choses. Donc tu décourages pas les initiatives, au contraire, tu fais ce qu'il faut pour que quand on essaye quelque chose, on en apprend les leçons à retenir, et puis on essaye de faire mieux la fois d'après. Donc c'est un état d'esprit, ouais, que alors après, c'est carrément écrit sur les murs, là, tous les principes que je te donne, hein, tu vois, c'est extrêmement important aussi, hein. C'est pour ça qu'il faut passer à l'explicite quand la boîte devient grande. Quand t'es petit, tu peux rester implicite. En fait, les gens, en se parlant ou en interagissant, ne serait-ce qu'autour du déj ou ailleurs, ils se passent ces valeurs-là, on comprend ce que c'est. Mais quand ça devient plus grand, t'es obligé d'expliciter la chose et de vraiment, tu vois, aller l'écrire sur les murs, ouais. Donc nous, on a écrit tous nos principes sur les murs. Je te propose de passer à la fin de l'interview. C'est le moment où les rapid fire questions, le moment où je te pose une série de questions dites rapides. Puis le but, c'est d'y répondre le plus succinctement possible. Je vais essayer. T'es prêt? Ouais, c'est parti. C'est quoi les 3 bouquins que tu as le plus offert ou qui t'ont le plus influencé? Alors, il y a, c'est marrant si je les prends un peu dans l'ordre, L'Enfant de Jules Vallès, The Hard Thing About Hard Things de Horowitz, et puis dernièrement plutôt Le Monde sans fin de Jean Covici. Voilà. Je sais pas, tu vois ce que sont ces 3 bouquins, à peu près? Ouais. Le premier, non. Ouais. Mais les 2 autres, oui. Ouais, d'accord. C'est qui les 2-3 entrepreneurs ou personnes que tu admires le plus? Ouais, c'est pas forcément des entrepreneurs, tu vois, il y a quand même Einstein, hein. Il a quand même planté un truc sérieux, lui, hein. Ouais, Einstein, en plus j'ai avancé dans mes cours de physique, plus on parlait que d'Einstein. Et tu te rends compte qu'il y a 100 ans, en fait, il a tout révolutionné, et que quand il a fait ça, il avait 26 ans. Et là, tu te dis quand même. Solide. Solide. Et après, j'irais plus chercher dans les musiciens, tu vois. Chopin, c'est quand même le meilleur. Il est quand même incroyable, Chopin. Il a fait des trucs. Enfin, voilà. Une musique un peu, justement, éternelle. Voilà. Puis après, dans les plus contemporains, peut-être, tu vois, Sting, que je trouve assez varié dans ses styles musicaux aussi. Ouais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? De m'associer, de pas partir tout seul, et de partager mon idée, et d'utiliser mon produit. Non, il y en a beaucoup en fait. Enfin, tu vois, je sais pas, d'ailleurs, le meilleur, je sais pas si c'est le meilleur, mais non, je pense justement dans le bouquin, je dois distiller à peu près 200 conseils qu'on m'a donnés et que j'ai essayé d'appliquer. Ouais. On le mettra en description d'interview et tout. Qu'est-ce que tu dirais, tiens, à un ou une jeune qui sort d'études et qui a envie d'entreprendre aujourd'hui, là, en 2022? De vraiment réfléchir au monde avec son idée et au monde sans son idée, et de vraiment
peser le fait que le monde avec son idée sera meilleur que le monde sans son idée. Et si ça va dans le bon sens, faut le faire. Si ça va pas dans le bon sens, si c'est juste une machine à clics, faut réfléchir à deux fois, quoi. T'es dans quel secteur? Ah bah tout ce qui est évidemment environnement au sens très large, mais donc tout ce qui va nous aider à essayer de capter le CO2, qui est un peu le problème actuel. Tu vois, autant le problème du trou dans la couche d'ozone, on avait réussi plus ou moins à l'endiguer en faisant gaffe aux aérosols et tout ça. Là, le carbone, c'est plus compliqué, hein. Tu vois, pour reprendre des chiffres, le pétrole, ça a mis des dizaines de millions d'années à se construire, hein. Donc ça sous forme de, enfin tu vois, tout ce qui était sur la Terre qui a terminé dans du pétrole sous terre, et nous en quelques dizaines d'années on est en train de tout remettre dans l'atmosphère. Donc il y a un facteur 1 million, donc je reviens sur 1 million. 1 million c'est beaucoup, c'est 1000 fois 1000, c'est vraiment beaucoup. Le pétrole a mis des dizaines de millions d'années à se former, c'est-à-dire des dizaines de fois toute la durée de l'humanité. Et nous, en très peu de temps, on est en train de tout remettre dans l'atmosphère. Donc évidemment, après, on s'étonne que la Terre n'absorbe pas. Bah, forcément, on va 1 million de fois plus vite à sortir tout ça que ce qu'il a fallu à la Terre pour l'absorber. Donc ça marche pas, quoi. Donc il faut trouver des moyens de captation, d'absorption. C'est la première chose. Ouais, il faut aussi toutes les méthodes, climate tech, toutes les méthodes qui vont aller nous faire consommer moins de ressources premières de manière générale, et pas seulement le pétrole. Mais qui vont nous permettre d'aller faire toute l'économie circulaire, en fait. Je pense que là-dedans, il y a beaucoup à faire. On jette beaucoup trop, on n'est pas assez lean, en fait, tout simplement. On consomme au lieu de circuler, quoi. C'est-à-dire que de recycler un peu tout. Je te rappelle, hein, c'est des rapid fire questions. Ah, pardon. C'est quoi ta pire nuit blanche chez Blablacar? Oh là, c'est quand je cherchais un nom, hein. J'ai cherché un nom pendant un nombre de nuit blanche incroyable. Ouais, non, enfin, je sais pas, non. Ça va comme nuit blanche. Hein. Non, après, des fois, j'ai eu des problèmes de cash. Ouais. Alors, quand t'as pas d'argent et que tu sais pas comment tu vas payer tout le monde, c'est compliqué. Et toi, t'es plutôt blabla ou blablabla? Alors, je suis inscrit en tant que blabla, mais on m'a déjà dit que j'étais plutôt blablabla. T'as une routine préférée pour commencer la journée? Ah non, on va pas recommencer avec cette morning routine. Tu sais qu'on m'a déjà posé la question. Non. Non. Alors j'ai une routine. Je te demande si t'as une routine préférée pour commencer la journée. Je pas dit morning routine, miracle morning ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. On m'a déjà posé la question, figure-toi. J'étais sec. D'ailleurs, je savais même pas ce que c'était qu'une morning routine quand on m'a posé la question. Alors non, je réponds. C'est pas une morning routine. C'est quoi? Est-ce que t'as une routine préférée? Est-ce qu'il y a des étapes que tu refais tous les matins qui te vont bien? Est-ce que tu te rappelles la pub de Zidane avant son match qui est toujours avant la chaussette gauche et ensuite la chaussette gauche? Oui, ouais. Ça, c'est une routine pour moi. Est-ce que t'as comme ça le matin, t'as ton truc, ton café ou je sais pas quoi? Voilà. Non, oui, alors voilà, ouais, je prends un café, c'est vrai, le matin. Est-ce que c'est une routine? Enfin, c'est pas très spécifique, tu vois, c'est pas une histoire de chaussette gauche, chaussette droite. Enfin, si t'as un truc qui te met dans l'état d'esprit. Je mets mes focus. chaussettes aussi. Par contre, je sais même pas si je mets la chaussette gauche avant la chaussette droite. Bon, je mets au défi tout le monde de savoir s'il met d'abord la chaussette gauche ou d'abord la chaussette droite. Mais t'as pas un truc qui te met dans un mindset justement de focus total, de deep work? Non. Toi, tu vas comme ça. Non. Magnifique. Ouais. Et où est-ce que tu vois Blablacar dans 10 ans? Alors, on a notre vision du coup qui est bien, d'une part très prometteuse, je pense, et bien articulée. Là, on est en train d'aller vers de la multimodalité, c'est-à-dire la possibilité de trouver tous les moyens de déplacement sur Blablacar. C'est-à-dire que tu trouves aujourd'hui du covoiturage longue distance, mais aussi du covoiturage courte distance et aussi du bus. Tu trouves des billets de bus. On veut aller ajouter le train dans quelques... Alors je vais pas donner de temps, enfin plus vite qu'à l'échelle de l'humanité, on va dire, moins qu'en 2,5 millions d'années. Non mais voilà, donc on veut aller ajouter la possibilité d'avoir du train sur Blablacar, et ensuite on veut combiner tout ça, parce qu'il y a une grosse valeur à aller combiner les différents moyens de transport. Donc ça, après, ça s'appelle de l'intermodalité, parce que tu fais des interconnexions, tu fais un bout en TGV, un bout en covoiturage, tu fais un bout en bus, un bout en train, un bout en... Ça a encore bien rigolé au niveau des opérations. Est-ce que ça se passe bien? Ouais, faut synchroniser les horaires et puis les points de rendez-vous et puis tout ça, et puis les gens, et puis 100 millions de personnes, et peut-être du coup 1 milliard de personnes d'ici là. Et ma dernière question, qui est toujours la même, c'est qu'est-ce que tu inviterais si tu étais à ma place, en face de moi-même, à ta place? Qu'est-ce que j'inviterais? Tu vois, voilà, invite Elon Musk. Hein? Voilà, vas-y. Mais si tu le connais, je prends l'intro. Non, je connais pas.
Ouais. Tu connais qui pourrait t'intéresser? Je vais la reposer comme ça. Ah, il lâche Je rien. lâcherai pas. Non, va voir Thibaut de Back Market. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à raconter là. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, je te dis à très vite. Ouais, très bien. À Ciao. bientôt. Ciao.